l'enjeu est stratégique. Ensuite, vous avez des backlogs, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une turbine à gaz, si vous voulez acheter des transformateurs à haute tension, ou si vous voulez acheter des équipements qui vont dans les réseaux électriques, il y a des listes d'attente qui vont jusqu'à 4 ans. Ah oui, d'accord. Donc, la connexion d'un centre de données aujourd'hui au réseau électrique, c'est plus de 5 ans. C'est extrêmement long. Aux États-Unis, parfois, ça va jusqu'à 10 ans. Donc, il faut trouver des solutions intermédiaires. Et les solutions intermédiaires, c'est l'électricité la plus rapide à déployer, ça va être au gaz. Et ensuite, vous devez la connecter à des réseaux qui sont de plus en plus renouvelables. Et donc, il faut des flux à 2 sens. Vous savez que le réseau électrique, historiquement, c'est un sens unique. Et que c'est une denrée, une commodité qui ne se stocke pas. Bien sûr, oui. Et donc, c'est très complexe. Et vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez eux. Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Bourse où les gérants professionnels des marchés viennent nous partager leurs convictions. Aujourd'hui, c'est Jean-Edwin Ria, gérant de fonds chez Cadry Capital que nous accueillons. Jean-Edwin, bonjour. Bonjour Stéphane. Peut-être 2 mots de présentation sur Cadry Capital, votre auguste maison. Alors Cadry Capital est une société de gestion française dont l'équipe remonte à 25 ans. C'est une société de gestion spécialisée uniquement dans la tech. On investit dans tous les aspects de la tech, donc dans des startups, du capital développement, donc du direct. On investit dans des fonds des autres. On investit dans du secondaire et on investit en bourse. Et donc la tech cotée, c'est la partie dont je suis responsable. Et l'enjeu, en fait, c'est que chez nous, on a défini la tech comme une classe d'actifs à part entière. Ce n'est pas une allocation sectorielle, c'est une classe d'actifs. Pourquoi ? Parce qu'on utilise en fait des critères de développement, des calendriers qui sont différents de l'économie en général. On utilise des critères de valorisation qui sont différents de la finance classique. Et on a besoin en fait de vivre dans un écosystème avec des investissements qui ont tendance à être souvent avec des objectifs stratégiques où la vitesse est le paradigme le plus important. D'accord. Voilà. Alors, dans votre escarcelle aujourd'hui, vous êtes venu avec 3 valeurs. Alors, je précise bien que ce n'est pas de la recommandation d'achat, c'est des valeurs qui, selon vous, méritent, comment dirais-je, qu'on y apporte attention. Et donc, vous allez nous expliquer pourquoi. La première, c'est Siemens Energy, qui est un spin-off de Siemens en 2020, je crois. Oui, absolument. Vous avez vu les blackouts en Espagne hier. Donc, ça nous rappelle que l'énergie électrique est un enjeu stratégique. Et c'est parce qu'il se passe 2 choses simultanément. On a la décarbonation qui a mis jusqu'à 50% du parc électrique européen en renouvelable. C'est une électricité qui est intermittente, elle n'est pas constante et elle apporte ses propres problèmes. Et l'autre enjeu, c'est l'IA. L'IA est extrêmement gourmande en électricité et on a besoin de faire des investissements accélérés dans l'électrification pour moderniser, adapter par rapport à la décarbonation et pour accueillir en fait les centres de données de l'IA. Donc Siemens Energy, elle est au cœur de ce sujet. Alors c'est sûr que le parcours boursier a déjà pas mal monté, mais elle a 3 grosses divisions, on va dire. Elle a les turbines à gaz, les centrales électriques au gaz, qui sont un peu comme des immenses chaudières. Donc elles s'allument et s'éteignent facilement. Donc elles sont très importantes pour la partie, on va dire, court terme du réseau électrique. Elles font aussi des éoliennes. Ça, c'est l'origine, c'était Siemens et Gamesa, une société espagnole qu'ils ont rachetée et qui a eu plein de problèmes. Et ça, c'est un peu une source de la sous-évaluation, surtout il y a 2 ans, et encore un peu aujourd'hui. D'accord, c'est ce qui plombe le cours, même si... C'est ce qui plombe le cours. Voilà, mais les problèmes sont réglés, on va dire. Les problèmes sont réglés. Ceux derrière eux, enfin oui, c'est pas un problème. Le problème de croissance, lui, il n'est pas réglé, mais le problème de marge, il est réglé. Et derrière ça, vous avez ce qu'on appelle la grid technology, grid tech, où on fait en fait des équipements, voire des logiciels pour gérer les flux électriques à l'intérieur d'un réseau, qui sont devenus des énormes enjeux justement à cause de la pondération du renouvelable. Donc,
on recompose les réseaux, on les recrée et on a besoin de deux de ces trois métiers de Siemens. En termes de taille, de périmètre géographique, c'est quoi ? La taille, c'est à peu près 30% de l'activité dans le gaz, enfin l'électrification au gaz, un autre tiers dans l'éolien, un autre tiers dans les grid technologies et un petit 10% dans ce qu'on pourrait appeler des logiciels d'efficience énergétique. Et l'activité porte plutôt en Europe, aux États-Unis c'est surtout en Europe, mais ils sont très exposés aux États-Unis, mais suffisamment bien. Ils ont des usines qui permettent de gérer un peu le problème des tarifs, mais ils ne pourront pas y échapper entièrement. Mais l'enjeu est tellement stratégique que de toute façon, je suis sûr qu'il y aura des rabais sur les droits de douane. Ça va s'arranger. Et qu'est-ce qui vous plaît alors chez Siemens Energy ? En fait, donc l'enjeu est stratégique. Ensuite, vous avez des backlogs, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une turbine à gaz, si vous voulez acheter des transformateurs à haute tension, ou si vous voulez acheter des équipements qui vont dans les réseaux électriques, il y a des listes d'attente qui vont jusqu'à 4 ans. Ah oui, d'accord. Donc, la connexion d'un centre de données aujourd'hui au réseau électrique, c'est plus de 5 ans. C'est extrêmement long. Aux États-Unis, parfois, ça va jusqu'à 10 ans. Donc, il faut trouver des solutions intermédiaires. Et les solutions intermédiaires, c'est l'électricité la plus rapide à déployer, ça va être au gaz. Et ensuite, vous devez la connecter à des réseaux qui sont de plus en plus renouvelables. Et donc, il faut des flux à deux sens. Vous savez que le réseau électrique, historiquement, c'est un sens unique et que c'est une denrée, une commodité qui ne se stocke pas. Sûr, ouais. Et donc, c'est très complexe et vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez eux. Vous avez GE Vernova, qui est la plus grosse société dans le secteur aux États-Unis, mais qui est déjà très occupée avec son activité américaine. Vous avez éventuellement Hitachi, qui a... japonais, ça. qui est japonais, mais qui a racheté en fait ABB sur la partie réseau électrique. D'accord. Donc en fait, et vous pouvez acheter chez Mitsubishi aussi. Sinon, vous avez des Chinois. Donc quand vous voyez en fait la géopolitique et les enjeux, vous pouvez voir à quel point, puisque la France a vendu Alstom Électricité à GE, il y a sous Macron, époque ministre des Finances, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités. Donc le titre a pas mal progressé. Il est en finance, on va juste mentionner un peu la valo quand même, 10 fois l'EBITDA. GE, son équivalent est à peu près à 20 fois. Vous avez une décote de 50% pour une activité qui se ressemble pour l'essentiel. Et je pense que ça mérite un re-rating jusqu'à la parité. Voilà. Okay. Alors, deuxième valeur, toujours dans la tech, mais là, c'est différent. C'est du net-tech linguistique, c'est Duolingo. Oui, alors, tout le monde parle d'IA et tout le monde voudrait investir dans l'IA. Et ce n'est pas facile. Alors, vous pouvez peut-être investir dans les GAFA, mais si vous cherchez une appli ou un métier qui est totalement centré sur les potentiels de l'IA, vous remarquez que la première grande réussite de l'IA, c'est les modèles de langage. Et Duolingo, c'est l'appli pour apprendre des langues étrangères. Mais avec l'IA, justement, il n'y a plus besoin d'apprendre, puisqu'en fait, ça va traduire automatiquement. Si vous ne voulez pas apprendre, c'est sûr. Mais il y a eu un énorme appétit pour apprendre un minimum de mots de conversation dans beaucoup, beaucoup de langues. Mais surtout l'anglais, l'espagnol, le chinois. Et ça change radicalement. Je n'ai pas testé un Duolingo, mais ça change radicalement. En fait, c'est une application qui est des méthodes traditionnelles. Oui, c'est-à-dire c'est ludique. Ça fait partie de la ludification. Et surtout que l'IA permet de s'adapter donc au niveau plus que niveau avancé, intermédiaire, débutant. C'est peut-être plus fin comme pour s'adapter. Non, c'est ça. C'est débutant, intermédiaire et avancé. C'est 5-10 minutes au milieu de la journée entre deux autres occupations, dans les transports. Mais j'avais comprendre que ça s'adaptait plus à l'élève, donc ça s'adapte à l'utilisateur. C'est social et c'est hyper suggestif. D'accord. Et c'est addictif, comme toutes les bonnes applications de médias d'aujourd'hui. Donc
Moi, ce que j'aime essayer de faire, c'est les très très gros marchés. Donc, c'est un marché immense. Oui. Il y a plus de 220 milliards de dollars qui sont adressables dans ce qu'on pourrait appeler l'éducation digitale. Et il y a beaucoup plus que juste l'apprentissage de langage. Aujourd'hui, la boîte fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Ils ont une opportunité de rentrer. Ils ont lancé les jeux d'échecs récemment. Ah oui. Donc, ils peuvent faire des apprentissages de. Oui, ça ne se cantonne pas au linguistique. Dans les humanités. Si vous prenez l'essor des podcasts, l'activité éducative sur YouTube, vous pouvez voir à quel point, en fait, l'appétit est énorme si l'éducation est, je vais dire, ludique ou en tout cas agréable, plaisante et sur mesure. Vous l'allumez, vous l'éteignez, vous êtes entre deux choses. C'est le multitasking, c'est notre vie d'aujourd'hui. Et donc à ça, quelques éléments un peu financiers. Voilà, donc vous avez 1 milliard de chiffre d'affaires en ce moment. Vous faites une croissance composée d'environ 25%, ce qui n'est pas en fait trop en organique entièrement. Quand vous pensez que le nombre d'utilisateurs, ils sont plutôt en croissance de plus de 40%. Donc là, ce trimestre actuel, on attend 45% de croissance. Par la croissance. Ils sont à 117 millions d'utilisateurs par jour. Pour vous donner une idée, je crois que ChatGPT, il ne donne pas d'utilisateurs jour, mais il donne des utilisateurs semaine. On est à peu près à 300 millions d'utilisateurs semaine. Donc, vous voyez, ils sont un peu dans cette cour-là. Hein. Et je pense que si la valo est très élevée. Ouais. Donc, value investor, PER, beware. EBITDA, c'est combien en PER, je score les valeurs un peu comme on fait en private equity tech. Donc, on fait des règles de 40 à peu près. On fait la somme de la croissance composée du chiffre d'affaires plus la marge de free cash flow sur l'année N+2. Et on a un score sur ce titre environ 65. Et ça permet, si vous voulez, un multiple de chiffre d'affaires autour de 14. Si plus la rentabilité augmente, parce qu'il y a quand même des marges de free cash flow de 40% sur ce dossier, ce qui est exceptionnel, plus la rentabilité augmente avec la croissance, vous pouvez augmenter la valorisation assez facilement. Et surtout, vous êtes quand même sur vous savez, dans les applications digitales, le gagnant qui prend un peu tous les prix. Donc, cette idée que si vous arrivez à vous détacher du lot, probablement vous deviendrez le seul et l'unique. Et il est probable que Rosetta Stone et les autres applis disparaissent petit à petit. Voilà. Donc, voilà, je pense que l'objectif de cours sur ces critères que je viens de donner, c'est à peu près 425 dans un an, ça vaut 380 aujourd'hui. Et on peut viser sur le même rythme de croissance 530 en... Bon, Duolingo, regardez, attention. Voilà. Dernière valeur, GitLab, c'est du logiciel, mais du logiciel de quoi? Alors, tout le monde a entendu parler de l'open source. Et aujourd'hui, en fait, tous les logiciels sont d'une manière ou d'une autre tributaires, participative à l'économie de l'open source. Et pour faire de l'open source, il faut travailler en collaboration avec des gens qui sont éparpillés. Et en matière de code, il faut sauvegarder et expliquer, etc. Donc, tout le code se développe sur des plateformes qu'on appelle de DevOps. Donc, vous avez la plus connue, c'est GitHub, qui a été racheté par Microsoft en 2018, autour de 28 fois le chiffre d'affaires, donc une valorisation hallucinante. Ouais. C'était 7 milliards pour environ 250 millions de chiffre d'affaires. Et c'était très stratégique. Microsoft voulait quoi? Il voulait être l'hébergeur de tout l'écosystème des développeurs. Et ça a marché. Aujourd'hui, c'est GitHub, on estime, fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires. Oui, alors justement, GitLab se positionne comment avec GitHub, tout le monde en parle, les développeurs, GitLab... Il y a d'autres plateformes. Il y en a une qui s'appelle Atlassian, avec une société australienne qui est énorme, ça fait 60 milliards de capi. Et vous avez JFrog, vous en avez d'autres. Mais GitLab se positionne spécifiquement pour les développeurs en entreprise, ou pour les développeurs, on va dire, ils ne sont pas aussi présents chez les start-upers ou chez les universitaires, les indépendants. Ils sont vraiment les plateformes privilégiées en entreprise. Et ça a du mérite parce que moi, je pense que c'est stratégique pour les autres hyperscalers, c'est-à-dire en dehors de Microsoft Azure, ça va être Amazon AWS ou Google Cloud
ou Oracle Cloud Services ou éventuellement IBM. Vous avez besoin de savoir tout ce qui se passe, de voir émerger les nouvelles formes de code. Et donc les codeurs... Ils vont être achetés par un géant Moi, c'est mon idée. Voilà. Alphabet, Google étaient actionnaires de plus de 10%, jusqu'à 10%, et puis ils ont réduit progressivement. Donc, comme ils ont fait une énorme OPA dans la cybersécurité il y a 2 mois, Wiz, je pense qu'ils vont poser un peu leur croissance externe, mais je pense que ce n'est pas du tout impossible que ça soit une reprise pour les autres hyperscalers. Donc voilà, après la valorisation... Oui, en termes de valo, on est comment ? On est autour de 7 fois le chiffre d'affaires, avec des rentabilités de software. On est dans un univers où les acquisitions financières se font entre 6 et 8 fois, donc on est à un niveau qu'on pourrait presque transformer en LBO. Et on est très très loin des acquisitions dites stratégiques. Pour une acquisition stratégique, je pense qu'on payerait au moins 15, peut-être 20 fois sur ce type de métier. Parce que c'est un actif qui ne peut pas être répliqué facilement. Ils ont vraiment une énorme communauté de codeurs. Et c'est stratégique pour les géants que vous avez. Et c'est stratégique pour les géants. Microsoft. Donc voilà, pour refaire un peu le lien avec tout ce qu'on a évoqué, on a l'électrification qui est dopée par l'IA, on a des applis consumer comme l'éducation avec Duolingo qui sont dopés par l'IA, puisque c'est par le consommateur qu'on va probablement développer les plus grandes applis IA. Et on a, je pense, des intérêts un peu stratégiques au cœur de l'écosystème du cloud, d'une plateforme de développement. Et comme il est encore très difficile de savoir qui seront les gagnants de l'IA, on sait qu'ils vont plutôt utiliser ce type d'outils. Et donc, investir dans l'outil, c'est une manière pas mal. De jouer l'IA. Et ce n'est pas surévalué ni dangereux en termes de valo. Parfait. Pour conclure, d'une manière plus globale, quel est votre sentiment de marché sur les prochains mois ? Bon, ça dépend tellement de la personnalité de l'investisseur, mais personnellement, je suis très optimiste sur toutes les thématiques d'IA, sur les thématiques de cloud, de semi-conducteurs, de logiciels et d'électrification. Tout ça doit avoir lieu. Il y a en fait une opportunité ou une crainte, ça dépend où vous vous situez, sur cette négociation géopolitique, sur les droits de douane, l'Amérique, le rebalancement de la dette et tous ces enjeux qui ne sont que du maquillage pour des problèmes en fait de perte de richesse à cause de l'énorme endettement lié au Covid. Donc, à mon sens, vous traversez l'été, ces négociations aboutissent. Elles aboutiront là où elles aboutiront. D'accord. Là, aujourd'hui, il y a de l'écume. Gagnant, perdant. Tout va remonter dans l'ordre. Mais ce n'est pas absurde de se mettre en tête que l'Amérique va se mettre avec des droits de douane autour de 10% sur à peu près tout, et que tout le reste, c'est des droits de douane de négo, et que derrière, on aura peut-être une meilleure notation sur les dettes publiques, à condition que les gouvernements aussi soient un peu plus fassent des efforts, on va dire, sur les dépenses. Et puis derrière... je vais dire, c'est l'abondance de l'IA. Vous allez avoir un retour de l'électrification en fait, des économies, des investissements massifs dans l'infrastructure, c'est ce qu'on voit en Allemagne par exemple. Vous avez probablement je pense une forme d'abondance intellectuelle, une richesse digitale qui va arriver avec l'IA et qui va se déployer dans tous les secteurs d'économie. Il y a un air de croissance comme l'arrivée d'Internet en 2000. Tout à fait, même plus fort. Oui, parce que ça va être assez transformateur pour la société. Je pense que autant on a connu en 2020 avec la pandémie une sorte de pic de la consumer tech, les applis, le e-commerce, etc. Aujourd'hui, on met un peu ça derrière nous et la crise des tarifs douaniers, la crise de Trump, etc. C'est la prise de conscience de la deep tech, c'est-à-dire la technologie profonde, la technologie fondamentale qui donne du pouvoir à un pays et à un écosystème. Et c'est pour ça que l'IA, c'est tellement énorme. C'est qu'il y a non seulement un appétit des populations pour s'en servir et avoir la productivité, mais il y a aussi un appétit stratégique pour le contrôler, l'avoir, et donc les investissements sont énormes. Voilà. Jean-Edwin, un grand merci d'être venu nous faire profiter de vos connaissances et votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV.